Bonsoir à tous, merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire qui sera donc commenté, donné par le docteur Michael Grelin. Donc un sujet sur la névralgie cervico-brachiale, hernie discale lombaire. En premier lieu, donc je me présente, je suis Camille Modica, je suis la responsable communication à la clinique du Parc à Lyon. Je vais prendre quelques minutes en amont de ce webinaire pour introduire un tout petit peu l'établissement et puis vous donner quelques informations, notamment sur comment se déroule le webinaire. Donc, la clinique du Parc à Lyon est située dans le 6e arrondissement. C'est un établissement de santé historique dans lequel on a 5 pôles d'excellence. La chirurgie orthopédique, la chirurgie digestive et bariatrique, la chirurgie esthétique, l'ophtalmologie et la chirurgie du rachis pour lequel, du coup, nous avons ce webinaire, dans lequel s'inscrit ce webinaire ce soir. Une actualité pour notre établissement et pour les Lyonnais, s'il y en a, de vous préciser que récemment, nous avons ouvert un centre de traumatologie sans rendez-vous, donc des urgences traumato, donc un circuit pensé exclusivement donc, pour les patients dans le cadre de traumatologie, donc le sportif ou pas, dans lequel voilà, un pôle d'imagerie, des médecins du sport, des médecins urgentistes qui permettent justement de prendre en charge de manière optimisée et rapide le patient pour réduire au maximum son temps d'attente et avoir vraiment un circuit qui est optimisé et pensé pour ce type très spécifique du coup de patientèle. Pour ce webinaire, du coup, Dr Grelat, donc chirurgien du rachis, qui donc exerce et consulte également donc à la clinique du Parc. Et enfin, avant de vous donner la parole, Dr Grelat, une précision. Justement, vous êtes bien donc sur le réseau de Mérédith Santé qui organise ce webinaire et qu'on remercie très chaleureusement de pouvoir nous permettre de faire cet événement en virtuel et du coup sur lequel vous êtes bien sûr membre et si des participants ont envie d'aller plus loin avec vous, qu'ils n'hésitent pas à vous ajouter et à poser des questions. J'ai fini sur mes 3 minutes qui me sont octroyées pour vous présenter. On se retrouve du coup à la fin de votre présentation pour la partie questions et je vous souhaite du coup à toutes et à tous un bon webinaire. Bonne soirée. Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire. Je suis Michael Grelat, neurochirurgien à la clinique du Parc à Lyon et je réalise exclusivement de la chirurgie du rachis. Ma présentation concerne aujourd'hui la névralgie cervico-brachiale sur hernie discale cervicale. Je n'ai pas de conflit d'intérêt à déclarer pour cette présentation. Voici les thèmes qui seront abordés, les aspects cliniques de cette pathologie, les différentes thérapeutiques que l'on peut rencontrer, surtout le traitement chirurgical, à savoir arthrodèse cervicale antérieure, et pour finir, par les résultats et les suites opératoires. Nous commençons donc par les aspects cliniques de cette pathologie. La névralgie cervico-brachiale, c'est l'association d'une douleur cervicale, d'une radiculalgie au niveau du membre supérieur. Les causes fréquemment rencontrées sont la hernie discale molle ou bien la dyscarthrose. La racine qui est la plus souvent atteinte, c'est la racine C7. Et en deuxième position, on retrouve la racine C6. Les étages C5, C6 et C6, C7 représentent donc 80% des cas. Au niveau physiopathologie, il existe une compression mécanique, mais en plus une irritation des racines nerveuses avec production de cytokines inflammatoires. En règle générale, on ne retrouve pas de compression médulaire, mais une compression médulaire peut se rencontrer en cas de hernie discale cervicale centrale. Au sujet de la position de la hernie, on va rencontrer 3 types de situations qui vont guider les symptômes cliniques. Tout d'abord, la hernie postéro-latérale. Cette hernie va entraîner une compression radiculaire, mais peut également entraîner une compression médulaire. Ici, il y a une petite erreur dans la diapositive. La deuxième compression que l'on peut rencontrer, c'est une compression médulaire dans ce type de hernie discale. Ensuite, la hernie en position foraminale. Cette hernie, du fait de sa position, entraînera une compression radiculaire avec absence de compression médulaire. Et pour finir, la hernie en position centrale qui aura quant à elle une clinique de compression médulaire.
Les circonstances de découverte sont très variables. Il y a un pic de fréquence entre 40 et 50 ans. On peut rencontrer un début brutal, mais en général, le début est souvent progressif. On a d'abord une douleur cervicale, douleur interscapulaire, et ensuite une apparition progressive d'une irradiation au niveau du membre supérieur. Souvent, on ne retrouve pas de facteur déclenchant, mais dans certains cas, le sport, un effort physique, de port de charge, un traumatisme peut être mis en cause. Cette douleur peut être hyperalgique et insomniante. Elle est en général aggravée par le décubitus dorsal avec majoration des douleurs la nuit. Les douleurs peuvent être calmées par le positionnement de la main derrière la tête avec une abduction de l'épaule. Ces douleurs sont en général peu impulsives à la toux ou aux efforts de poussée. En fonction de la position de la hernie, on peut rencontrer des douleurs lors de certains mouvements cervicaux. On peut rencontrer une névralgie cervico-brachiale unilatérale ou bilatérale dans le cadre d'un conflit disco-radiculaire qui toucherait la droite et la gauche. Les douleurs partent de la région cervicale et irradient le long du membre supérieur. La topographie dépend de la racine qui est incriminée. Dans certains cas, cette topographie peut être difficile en effet à mettre en évidence avec des douleurs qui apparaîtront plutôt diffuses au niveau du membre supérieur. À l'étage cervical, il faut savoir que le niveau de la racine qui quitte le trou de conjugaison est celui de la vertèbre sous-jacente. Par exemple, la racine C7 sort par le foramen C6-C7. À chaque racine correspond un myotome et un dermatome, ainsi qu'un arc réflexe qui lui est attribué. Cette organisation se fait sous la forme d'une systématisation radiculaire au niveau du membre supérieur. On retrouve alors des myotomes qui correspondent à des groupes musculaires innervés par une même racine et des dermatomes correspondant à une aire de peau innervée par une seule racine rachidienne postérieure. C'est la racine sensitive. En plus de ces douleurs radiculaires, peuvent s'observer des douleurs projetées qui ne seront pas bien systématisées. On peut observer des douleurs interscapulaires, des douleurs pectorales, mais également des douleurs au niveau du creux axillaire. Ces douleurs peuvent être d'origine ligamentaire, mais on peut également rencontrer des contractures douloureuses réactionnelles associées. Pour résumer cette première partie, la névralgie cervico-brachiale donc, est en général monoradiculaire, unilatérale, avec une douleur d'installation rapidement progressive. Le pic de fréquence est entre 40 et 50 ans. Les niveaux les plus souvent atteints sont C5, C6 et C6, C7. La position de la hernie est importante et va déterminer les symptômes cliniques rencontrés. Il peut exister un déficit moteur. Ce déficit moteur est à rechercher à l'examen et fait partie des critères de gravité pour une prise en charge chirurgicale. L'examen clinique est primordial dans cette pathologie. Il est important de rechercher une diminution de la mobilité cervicale, l'apparition de douleurs lors de la mobilisation cervicale. On identifie le trajet radiculaire, on note sa topographie, on recherche des troubles de la sensibilité associés. Le testing moteur est lui aussi primordial à la recherche d'un déficit. On recherche également une atteinte médulaire avec la présence de signes de myélopathie ou de syndrome médulaire. Différents tests cervicaux peuvent être également réalisés. On peut citer la manœuvre de Sperling qui consiste à demander au patient de tourner la tête et d'incliner la tête du côté homolatéral à la douleur avec une légère inclinaison et l'examinateur il exerce une pression sur la tête. Et le test est positif quand on va déclencher les douleurs radiculaires. Différents red flags peuvent nous orienter vers une autre pathologie, fracture, tumeur par exemple. On identifie également des critères de gravité. Les critères de gravité sont la présence de symptômes neurologiques tels que la paralysie motrice, troubles sphinctériens, anesthésie en selle. Les red flags, ça peut correspondre à la présence de fièvre,
un contexte de traumatisme récent, des antécédents, donc le terrain du patient avec problèmes tumoraux, ostéoporose, altération de l'état général, infection récente. En cas de compression de la moelle épinière, on observe une myélopathie. Il peut exister alors un syndrome pyramidal qui sera objectivé par des réflexes ostéotendineux vifs, diffusés, polycinétiques. La présence de signes de Hoffmann, qui correspond en quelque sorte au signe de Babinski du membre supérieur qu'on va voir sur la diapositive suivante. La présence de troubles sphinctériens, incontinence, anesthésie en selle, ça fait aussi partie des critères de gravité. La présence d'un déficit moteur pouvant aller d'une monoparésie, une parésie monoradiculaire, et ça peut aller jusqu'à la tétraplégie. On va rechercher également la faiblesse d'une main, la présence d'une main malhabile au geste fin, la présence de troubles de la sensibilité un peu plus diffus au niveau de l'hémicorps. Au cours de ma consultation, moi j'ai l'habitude de regarder le patient marcher et de rechercher des troubles de la marche ainsi que la présence d'une démarche spastique qui pourrait être présente en cas de myélopathie. Signe facile à réaliser, donc c'est le signe de Hoffmann. C'est un signe qui a été découvert au XIXe siècle. Ça permet de supposer d'une atteinte pyramidale au niveau du membre supérieur. Ça indique une lésion du faisceau corticospinal. Le signe de Hoffmann indique la présence d'une hyperréflexie chez le patient. Il peut être unilatéral ou bilatéral. Pour obtenir ce signe, l'examinateur tient la main du patient détendue. On prend le majeur du patient, le plaçant entre son index et son majeur. On fera un fort mouvement avec le pouce en frappant ou en pinçant le majeur du patient. Le signe est positif quand on observe une adduction du pouce et de la flexion de l'index. On va voir les différents types de névralgie que l'on peut rencontrer. Tout d'abord, la névralgie cervico-brachiale C5. C'est en rapport avec le disque C4-C5. La douleur est présente sur la face externe de l'épaule, du bras. Il s'agit d'une forme souvent déficitaire. Cette racine est responsable de l'abduction du bras et de la rotation de l'épaule. Elle est responsable également de la sensibilité du moignon de l'épaule. Le réflexe qui lui est associé est le réflexe bicipital. La névralgie C6 est en rapport avec le disque C5-C6. Présence de douleur sur la face externe du bras, bord radial de l'avant-bras et irradie jusqu'au pouce et l'index. La racine est responsable de la flexion de l'avant-bras, la supination et la flexion du pouce. Concernant la sensibilité, elle est responsable de la sensibilité sur la face externe de l'avant-bras, pouce. Le réflexe qui est associé, c'est le réflexe stylo-radial. Pour la névralgie C7, elle est en rapport avec le disque C6-C7. Les douleurs sont présentes sur la face postérieure du bras, face postérieure de l'avant-bras jusqu'aux 3 doigts médians, avec prédominance au niveau de l'index. Cette racine est responsable de l'extension de l'avant-bras, du poignet et des doigts. Elle est responsable de la sensibilité sur la face postérieure du bras et de l'avant-bras jusqu'à l'index. Le réflexe qui lui est associé, c'est le réflexe tricipital. Ensuite, la névralgie C8, qui est en rapport avec le disque C7-T1. On observe une douleur sur la face interne du bras, sur le bord ulnaire de l'avant-bras jusqu'à l'auriculaire. La racine est responsable de la flexion et de l'écartement des doigts. Elle est responsable également de la sensibilité de la face interne de l'avant-bras, bord ulnaire de la main, jusqu'au 4e et 5e doigt. Le réflexe associé, c'est le réflexe stylo-ulnaire. Différents diagnostics différentiels existent également et dépendent de la topographie de la lésion. On peut citer par exemple le syndrome du défilé costo-claviculaire pour les névralgies C8, le syndrome de Parsonage-Turner pour les névralgies C5, le syndrome du canal carpien, le syndrome de Pankos-Tobias et également les lésions de la coiffe des rotateurs. Il faut bien entendu évaluer le contexte clinique et avoir réalisé un examen clinique minutieux. Les examens complémentaires permettent d'affiner le diagnostic. L'examen gold standard dans cette pathologie, c'est l'IRM cervical. Les radiographies ainsi que le scanner pourront nous donner des informations complémentaires
L'autre examen primordial dans cette pathologie, c'est l'électromyogramme. On va voir ces différents examens. Alors, l'examen important, comme je vous disais précédemment, c'est l'IRM cervical. Sur l'image de droite, on observe une coupe sagittale séquence T2 avec discopathie C5, C6. Sur les coupes du milieu, on peut voir des coupes axiales. La coupe du haut, c'est la coupe en C4, C5. Ça correspond à une coupe normale, sans compression, sans conflit disco-radiculaire, où les foramens apparaissent libres. Si on trace une ligne droite sur la partie centrale de l'image, on observe bien une symétrie entre les deux foramen. Donc, il n'y a pas de compression ni à droite ni à gauche. Sur l'image, au milieu, sur la partie inférieure, donc c'est le niveau C5, C6, on observe une hernie discale foraminale droite. On voit bien l'asymétrie qui existe au niveau de ce disque C5, C6 en comparaison avec le disque C4, C5. Les radiographies standards seront également importantes. En plus, c'est des examens qui sont d'accessibilité rapide. C'est des examens qui sont réalisés en charge par rapport à l'IRM où la colonne vertébrale elle est en position allongée. Sur les radiographies standards, on peut réaliser des clichés 3/4 de profil où on pourra observer les foramen à droite et à gauche. Les radios, ça permet également d'éliminer certaines pathologies rapidement, telles que une tumeur ou une fracture. Sur l'image de droite, on peut observer une coupe de profil cervicale. En radiographie, on observe une ostéolyse du corps vertébral de C4 dans le cadre d'un processus tumoral entraînant une névralgie cervico-brachiale. Autre examen très important, l'électromyogramme. Cet examen est non systématique, inutile au diagnostic positif, mais très utile pour les diagnostics différentiels. Il permet de documenter le dossier et peut redresser donc un diagnostic à la recherche d'une autre cause, telle qu'un canal carpien, une compression du cubital ou un syndrome de Parsonage-Turner. Dans le cadre de la pathologie douloureuse, on peut observer des douleurs neuropathiques. Il s'agit de douleurs persistantes, chroniques, qui peuvent s'installer, donc consécutives à une compression du système nerveux périphérique. Ces douleurs peuvent persister après le traitement, qu'il soit médical ou chirurgical, d'une hernie discale cervicale. Il s'agit de douleurs qui sont spontanées, avec des sensations douloureuses augmentées. On peut observer une hyperesthésie ou dysesthésie, mais également la présence d'hypoesthésie. Un questionnaire qui est utile à ce diagnostic de douleur neuropathique, c'est le questionnaire DN4. Donc, on recherche dans ce questionnaire des caractéristiques de la douleur, telles que des brûlures, la sensation de froid douloureux, des paresthésies, la présence d'une hypoesthésie. Le contact de la peau avec le frottement augmente les douleurs en cas d'une composante neuropathique. Ce questionnaire est utile à rechercher pour voir à quel stade on est de la pathologie concernant la hernie discale cervicale. Quelle va être la prise en charge de cette pathologie? Le traitement non chirurgical est indiqué dans tous les cas initialement. Dans 80% des cas, on observe une amélioration en 2 à 3 mois. La plupart des patients avec une névralgie vont donc s'améliorer de manière spontanée avec une prise en charge non chirurgicale. On peut citer les traitements médicamenteux qui seront mis en place initialement avec antalgiques, anti-inflammatoires, décontracturants. D'autres types de traitements peuvent être mis en place. Dans la littérature, peu de niveaux de preuves solides pour ces différents traitements. En général, le patient pourra bénéficier d'une corticothérapie orale à forte dose et avec dose dégressive. Concernant la kinésithérapie, le patient pourra avoir des massages, la réalisation de traction cervicale, une rééducation qui sera réalisée de manière douce, qui est importante, parce qu'il est important d'éviter les manipulations cervicales qui pourraient aggraver la situation. Il est également possible de réaliser un traitement orthopédique avec la mise en place d'une minerve souple à visée antalgique.
Pour les infiltrations sous scanner, ce n'est pas recommandé de manière systématique. Il faut savoir que du fait des risques, certains radiologues ne font plus ce type de geste. Il faut que ce soit réalisé par des radiologues qui sont expérimentés et ce type de geste est considéré comme une alternative au traitement chirurgical proposé dans les névralgies cervico-brachiales qui évoluent depuis plusieurs mois, résistantes au traitement médicamenteux. Cette thérapeutique a un bon niveau de preuve pour les radiculalgies sur hernie discale cervicale, mais l'efficacité n'est pas formellement démontrée. La chirurgie pourra donc être proposée en cas d'échec du traitement médical et du traitement conservateur. Dans certains cas, la chirurgie sera proposée rapidement, quand on est dans le cadre de l'apparition rapide d'un déficit moteur radiculaire ou dans le cadre d'une compression médulaire. Le déficit neurologique progressif, l'apparition d'une myélopathie sont aussi des cadres de chirurgie réalisés en urgence. Il est nécessaire dans tous les cas d'avoir une bonne concordance radioclinique pour envisager un traitement chirurgical. En effet, on opère le malade et non la radio. Il faut donc une bonne corrélation anatomo-clinique. Il faut que ce soit une névralgie cervico-brachiale avec hernie discale cervicale au bon niveau et du bon côté. Il faut que les images soient correspondantes à la clinique. L'examen neurologique et l'examen des données d'imagerie sont donc importantes pour choisir une thérapeutique chirurgicale. Alors, le diagnostic, il est souvent assez simple pour un spécialiste, pour un chirurgien. Le patient a été adressé, donc déjà sélectionné. Il a déjà eu tout un parcours avec une imagerie réalisée et différents traitements. La prise en charge initiale est importante, donc il faut connaître les principaux diagnostics différentiels, savoir identifier un déficit moteur, rechercher une hernie discale à l'imagerie. Il faut également savoir se donner du temps, ce qui est difficile de nos jours avec certains patients qui veulent reprendre une activité de manière rapide. On pourra commencer à discuter de chirurgie donc en cas d'échec de la prise en charge non chirurgicale bien conduite, en cas de situation d'urgence. Nous allons voir ensemble la technique d'arthrodèse cervicale par voie antérieure. Cette technique a été décrite initialement par Smith et Robinson avec la mise en place d'un greffon osseux après la réalisation d'une dissectomie. Il y a au préalable une préparation des plateaux vertébraux et c'est une chirurgie qui se fait par voie antérieure. On peut citer également la technique de Clove-Ward qui a été décrite par la suite. C'est une variante de la première technique qui utilise le même abord et qui permet la mise en place d'un greffon osseux qui est plus volumineux. Ces techniques ont évolué par la suite et on observe également une évolution du matériel qui a été matériel chirurgical qui est implanté. Donc, pour les hernies discales cervicales, le traitement chirurgical qui est la référence, c'est l'arthrodèse cervicale par voie antérieure. C'est une technique qui est décrite donc depuis les années 60, technique simple, rapide, où on réalise une dissectomie complète. Par ce type d'abord, on peut réaliser une arthrodèse, mais on peut également réaliser la mise en place d'une prothèse cervicale, qui n'est pas le sujet aujourd'hui. On observe peu de douleur et le risque médulaire est faible. Pour ce type d'intervention, le patient est placé en décubitus dorsal, il est opéré sous anesthésie générale et on réalise une antibioprophylaxie préopératoire. Donc, ici, une photo qui illustre comment le patient est placé au bloc opératoire avec la mise en place d'une traction cervicale avec une mentonnière. On réalise également une traction au niveau des épaules. Pendant l'intervention, on va réaliser un repérage sous scopie pour identifier le niveau à opérer et vérifier le bon positionnement de l'implant pendant l'intervention chirurgicale. On passe par voie antérieure au niveau du cou, dans un pli en général. On réalise donc une incision horizontale ou oblique le long du muscle sternocléidomastoïdien. Après l'incision cutanée, on a l'incision du muscle possier et on réalise cet abord pré-sternocléidomastoïdien. Pour cet abord, on passe sur la partie interne de ce muscle
on identifie les vaisseaux que l'on récline sur l'extérieur, la trachée et l'œsophage qui sont réclinés vers la ligne médiane. On identifie alors par voie antérieure les corps vertébraux, les disques, les muscles longs du cou. On met alors en place un écarteur qui est appliqué au niveau des muscles longs du cou et qui permet d'avoir une bonne exposition. Une fois en place, on peut utiliser un distracteur intersomatique en vissant des pins au niveau des corps vertébraux, puis réalisation de l'incision du disque avec la réalisation de la dissectomie. Le distracteur qu'on a mis en place précédemment, ça permet de retrouver de la hauteur au niveau du disque au cours de la dissectomie et on peut l'ouvrir, ce qui permet de réaliser un travail en profondeur au niveau du ligament vertébral commun postérieur. Ça permet d'identifier la hernie, de réaliser son exérèse en profondeur. Alors là, je suis revenu en arrière. On utilise également différentes pinces à disque, curettes, mais également crochets afin d'enlever la hernie discale. Et on peut également utiliser des fraises qui nous permettent de réséquer des portions osseuses dans l'espace intersomatique. Alors ici, une vidéo pour illustrer le matériel qui peut être mis en place. Donc il peut s'agir de cages en matériaux différents. Ici, c'est un exemple de matériel qui est en pic. Cette cage, donc, elle a une morphologie particulière qui sera adaptée à l'anatomie de chaque patient. L'arthrodèse, donc en général, c'est la mise en place de cette cage entre les vertèbres pour obtenir une fusion. À l'intérieur de cette cage, on va mettre en place soit un substitut osseux, c'est de l'os synthétique, ou soit de l'os spongieux qui sera prélevé sur la crête iliaque, sur un autre site, pour obtenir une greffe autologue. Cette cage peut être renforcée au niveau de la stabilisation par la mise en place d'encre dans les corps vertébraux qui vont passer à travers la cage. En cas de matériaux où il n'y a pas de système de stabilisation complémentaire, on peut mettre en place également une plaque vissée antérieure au niveau des corps vertébraux. Donc ici, une cinématique qui reprend les ancres, les agrafes qui vont être mises en place dans la cage pour renforcer la stabilisation primaire de l'implant une fois qu'il est mis en place. Comme je vous l'expliquais précédemment, il y a différentes tailles qui existent, que ce soit en largeur, en profondeur, mais également en hauteur, qui vont être choisies pendant l'intervention chirurgicale pour être adaptées au mieux à la morphologie du patient. Donc, rapidement, une cinématique qui reprend la technique chirurgicale avec la mise en place des pins au niveau des corps vertébraux qui vont permettre de réaliser une distraction et l'utilisation au cours de la procédure de différents fantômes. C'est des matériaux qui vont nous permettre de sélectionner la taille la plus adaptée à la morphologie du patient. Donc, il faut que la cage soit la plus recouvrante possible d'un point de vue antérolatéral, mais également au niveau de la largeur. Et lorsque l'on relâche la distraction, il faut également que la cage soit bien stable avec une bonne stabilité primaire. Alors, on va avancer un petit peu. Ça, c'est le différent matériel qui est utilisé pour prendre en compte la cage. Alors, à la fin de l'intervention chirurgicale, on réalise une hémostase, possibilité de mise en place d'un drain, de redon en cas de présence de saignement. On ferme en 2 plans avec fermeture du muscle possier du cou et fermeture cutanée, en général avec un surjet.
Concernant les complications que l'on peut rencontrer dans ce type de chirurgie, donc il y a des complications en rapport avec l'abord en lui-même. Il y a la possibilité de lésion du nerf laryngé récurrent avec risque de dysphonie, risque de plaie œsophagienne avec risque de dysphagie. Il existe un risque d'hématome suffocant en post-opératoire immédiat en cas de saignement. Ce risque est assez exceptionnel et rare. Le risque neurologique dans ce type d'abord est faible, et également le risque d'infection lorsqu'on fait une chirurgie par voie antérieure. C'est un risque qui est également faible. Alors, on va voir maintenant une vidéo chirurgicale qui reprend un peu tout ce que je vous ai détaillé et expliqué, donc notamment concernant l'abord par voie antérieure cervicale. Donc ici, on voit un patient qui est positionné au bloc opératoire en décubitus dorsal, avec traction mentonnière, traction au niveau des épaules. On dégage donc les cervicales pour une bonne visibilité et un passage de l'ampli de scopie de profil pour un effacement des épaules. Le patient donc est positionné en décubitus dorsal. On identifie le muscle sternocléido-mastoïdien représenté en pointillé sur cette image, le sternum sur le bas de l'image, et on peut marquer différentes incisions horizontales, obliques. Alors, le chirurgien va se positionner soit à droite, soit à gauche du patient, et son aide opératoire sera positionnée en face. Ici, donc, incision cutanée horizontale au niveau du cou sur la face antérieure. On réalise l'hémostase des tissus sous-cutanés. On discise les tissus sous-cutanés pour identifier le muscle possier du cou. Donc, ce muscle va être incisé. La tête du patient est sur le haut de l'image. Les pieds du patient sont sur le bas. Donc, on poursuit la dissection, on identifie le muscle sternocléido-mastoïdien. On utilise des tampons montés pour identifier cet espace. Alors, donc, on passe sur la partie interne de ce muscle. Ici, donc, on identifie le muscle sternocléido-mastoïdien, le muscle omoïdien et la carotide qui est en blanc. Et au fond, on a le plan qui comprend l'espace prévertébral qui va être ouvert avec une dissection au contact du disque. On arrive à identifier le disque qui va apparaître en blanc en profondeur, en blanc nacré. Donc dissection des tissus prévertébraux. Là, on réalise l'hémostase au niveau des muscles longs du cou, de manière bilatérale à droite, à gauche. Je rappelle que la tête du patient est sur le haut de l'image et le thorax, les pieds sont sur le bas de l'image. On met en place un écarteur à droite et à gauche sur les longs du cou afin de récliner et d'avoir un espace de travail suffisant. Une fois l'écarteur mis en place, on peut mettre en place des pins au niveau des corps vertébraux, au-dessus et en dessous du disque, qui vont nous permettre de faciliter le travail, surtout en profondeur, et d'avoir une restauration de la hauteur discale. Donc ici, on visualise le disque, contrôle scopique pendant l'intervention pour voir le bon positionnement des pins et de l'écarteur. On réalise l'incision du ligament commun vertébral antérieur. On réalise la dissectomie à l'aide de différentes pinces à disque, curettes. On réalise une préparation des plateaux vertébraux avec un curetage des plateaux vertébraux. On peut réséquer également les ostéophytes. Une fois qu'on a travaillé au niveau du disque, on met en place le microscope chirurgical
Donc là, on va travailler sous microscope. La tête du patient est à gauche de l'image. Le thorax, le ventre et les pieds sont à droite de l'image. La droite du patient est sur le bas et la gauche du patient est sur le haut. Là, on est en train de travailler donc sous microscope et on peut réaliser également des manœuvres de distraction pendant l'intervention chirurgicale en intersomatique pour retrouver de la hauteur et profiter de la distraction avec le distracteur qu'on a mis en place. On réalise un curetage des plateaux vertébraux en profondeur avec résection de la barre ostéophytique postérieure. Ici, on identifie l'incus du côté gauche et avec la fraise, on va réaliser donc une résection, un désépaississement osseux de cet incus. Donc, ce qui permet d'ouvrir le foramen et de pouvoir travailler en postéro-latéral. Donc ici, à l'aide de pinces type Kirison, on réalise une exérèse de cette barre dyscarthrosique postérieure ainsi qu'au niveau de l'incus. Une fois qu'on a bien travaillé en postérieur sur le plan osseux, on arrive au niveau du ligament commun vertébral postérieur que l'on identifie et que l'on résèque, ce qui va permettre d'obtenir une décompression complète. Là, ce qu'on voit apparaître en bleu, c'est la dure-mère, la partie antérieure de la dure-mère, l'enveloppe qui contient la moelle épinière. Donc, on continue la résection de ce ligament commun vertébral postérieur, ce qui permet d'obtenir une décompression complète. On voit apparaître progressivement la dure-mère par voie antérieure et après on peut travailler au niveau des foramen en poursuivant la résection sur les côtés, que ce soit à droite et à gauche. Ici, le travail du côté gauche est fini et on va s'installer du côté droit. Pour ce type de patient, c'était un patient qui présentait une névralgie cervico-brachiale et on va voir ce qui était responsable de sa douleur. Donc là, on réalise la même procédure avec un travail au niveau de l'incus à droite, une réalisation d'un fraisage de cet incus. Et ce qu'on retrouve en arrière, c'est une hernie discale calcifiée avec un fragment un peu calcifié de hernie qui est réséqué, qui permet une décompression postérolatérale droite par voie antérieure. La décompression est poursuivie avec la résection de ce ligament. Donc ici, avec l'utilisation d'une protection pour la dure-mère. Et en fin de procédure, on obtient une ouverture complète du foramen et une décompression qui est satisfaisante avec la dure-mère qui apparaît au fond. On va mettre en place un fantôme de la cage qui va permettre de nous guider sur la taille de l'implant à mettre en place chez le patient. Donc, on réalise une radiographie de contrôle. Et là, ici, sur cette vidéo, vous voyez la cage qui est remplie d'os spongieux, la cage cervicale, qui va être mise en place donc par voie antérieure dans l'espace intervertébral qui a été créé après la dissectomie. On réalise un contrôle radiologique pendant l'intervention chirurgicale qui permet de nous guider sur le positionnement de l'implant. On relâche la distraction et ensuite, dans le cadre de ce type de cage, il y a la mise en place d'encre qui permet de stabiliser
la cage par voie antérieure. On largue notre implant et on voit au niveau du contrôle final la cage intersomatique qui apparaît en place. On retire les différents pins au niveau des corps vertébraux, réalisation de l'hémostase, le contrôle radiologique pendant l'intervention en fin de procédure est satisfaisant. On réalise une fermeture du muscle possier et ensuite un surjet intradermique sur la peau. Alors, concernant les résultats et les suites, on observe de très bons résultats cliniques, surtout sur les radiculalgies. La chirurgie permet l'exérèse du disque et de la hernie, une restauration convenable et correcte de la hauteur discale, une restauration également de la stabilité cervicale. Ça permet également une ouverture des foramens vertébraux et permettant une décompression indirecte. En pratique, le patient est levé le jour même de l'intervention. L'hospitalisation est courte, c'est 2 jours en moyenne, c'est juste une nuit d'hospitalisation. Des soins de cicatrices sont à réaliser, le patient peut regagner son domicile par la suite pour sa convalescence. Les suites sont assez rapides et simples. Il n'y a pas de position interdite. On préconise de ne pas réaliser de trajet en voiture pendant 4 semaines, pas de port de charge lourde pendant 4 semaines également. Il n'y a pas d'immobilisation orthopédique, donc pas de port de minerve en post-opératoire en général. En post-opératoire, les séances de kiné sont non obligatoires. C'est utile, par exemple, en cas de déficit moteur préopératoire à rééduquer. La kinésithérapie sera également utile et trouvera une indication lorsqu'il persiste des douleurs cervicales, des douleurs interscapulaires ou lorsqu'on observe des contractures douloureuses. Si besoin, ces séances de kiné peuvent être débutées à partir de 4 à 6 semaines après la chirurgie. Il est surtout important et nécessaire d'éviter de réaliser des manipulations cervicales. Il faut que ce soit une reprise progressive de la kinésithérapie. Concernant l'activité, c'est 2 mois d'arrêt de travail en moyenne. Pour la reprise sportive, il faut privilégier des sports qui sont dits doux à partir du 2e mois après la chirurgie. Un suivi régulier auprès du chirurgien avec des radiographies de contrôle sera également envisagé et nécessaire. En conclusion, donc, la névralgie cervico-brachiale nécessite une enquête clinique et radiologique, la recherche de red flags et de critères de gravité qui nécessitent une prise en charge chirurgicale en urgence. Le traitement chirurgical peut être proposé dans certains cas et l'arthrodèse cervicale antérieure, ça correspond au gold standard. C'est une technique simple, rapide, peu douloureuse. Le séjour hospitalier est court, on retrouve de très bons résultats cliniques avec une amélioration de la qualité de vie, une amélioration concernant les douleurs et la diminution de prise dentalgique. Merci pour votre attention.